Bonjour à tous. Nous sommes présents aujourd'hui pour ce deuxième webinaire Parlons foncier, le direct. Je m'appelle Claire Horry, je suis en charge de la communication à la SAFER Occitanie et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire consacré aujourd'hui à la forêt, un sujet très demandé. Alors nous sommes ensemble pour mieux comprendre le marché de la forêt, ses tendances, ses perspectives. On se pose plusieurs questions. Comment a évolué le marché de la forêt en 2020 en Occitanie? Comment transmettre un massif forestier? Qui achète de la forêt aujourd'hui? Et quels sont les enjeux de la filière? Alors, pour nous éclairer aujourd'hui, je suis accompagnée de deux intervenants, Ludovic Perrault. Alors, Ludovic Perrault, vous êtes directeur de la coopérative La Forêt privée lozérienne et gardoise depuis 2010. Vous intervenez aujourd'hui en qualité de représentant du groupement Sylvadoc. Sylvadoc regroupe trois coopératives d'Occitanie, Cosilva, Sylvabois et la forêt privée lozérienne et gardoise. Et avant ce poste, vous étiez technicien forestier pendant 10 ans dans une coopérative dans la région PACA. Ludovic, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Nous accueillons également Xavier Meruex. Alors Xavier Meruex, vous êtes directeur départemental de la SAFER Occitanie en Lozère. Vous occupez cette fonction depuis 2007. Vous animez le réseau forêt au sein de cette même structure et vous êtes le référent forêt Occitanie auprès du groupe national forêt des SAFER. Xavier, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Durant ce webinaire, vous pourrez réagir via le chat qui se trouve à droite de votre écran et également de l'autre côté des documents qui regroupent les références et les liens qui seront cités par nos intervenants. Alors Ludovic Perrault, ma première question est pour vous, en qualité d'expert. Pouvez-vous nous dresser l'identité de la forêt en Occitanie à travers quelques chiffres? Xavier Meruex, je me tourne maintenant vers vous. Qui achète de la forêt en Occitanie? Acheter une forêt, c'est à la fois de la sécurité patrimoniale et aussi des avantages fiscaux qui sont non négligeables. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que depuis quelques années, on constate donc l'arrivée sur le marché forestier d'un nouveau profil d'acquéreurs qui sont les entreprises. Alors ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et c'est un phénomène qui est lié donc au bilan carbone des entreprises. La loi dite de transition énergétique par la croissance impose donc aux entreprises de plus de 500 salariés d'inclure dans leur rapport de gestion annuel l'empreinte carbone de leurs activités ainsi que celle des produits et services qu'elles délivrent. Donc on appelle ça le reporting carbone des entreprises. C'est la première étape d'une politique de contrôle et de réduction de l'impact donc de l'entreprise sur le changement climatique. Bon, en clair, ça veut dire quoi? En clair, ça veut dire que aujourd'hui, la performance de l'entreprise comporte un volet environnemental. Et que font les entreprises? Donc, elles cherchent simplement en permanence à améliorer leur bilan carbone par un phénomène légal qui est aujourd'hui institutionnalisé, c'est la compensation carbone. Sur le marché de la compensation carbone, vous avez un produit qui est aujourd'hui très intéressant, c'est la forêt, notamment à travers les opérations de reboisement. Ludovic, tout à l'heure, nous parlera du label bas carbone des forêts. C'est directement lié à ça. Et pour illustrer mon propos, je citerai donc le cas d'une entreprise nationale qui est spécialisée dans l'immobilier commercial urbain, avec qui nous sommes en contact. Une entreprise qui s'engage à horizon 2030 à investir 35 millions d'euros dans la filière bois et viser la neutralité carbone de ses activités. Pour cela, donc, cette entreprise a créé son propre groupement forestier et est actuellement en phase d'achat de massifs forestiers sur la France en vue donc de les acquérir et de les exploiter, bien sûr. D'accord. Ben merci beaucoup Xavier Meruex de nous en avoir dit un peu plus, mais on a envie d'en savoir encore un peu plus. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être rapidement quelle est la situation du marché forestier en Occitanie?
Alors, je parlerai donc du marché forestier en Occitanie et même au niveau national, puisque c'est quelque chose qui est assez intéressant à voir. On a, d'abord, c'est un marché qui est dynamique. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Donc, au niveau national, nous publions chaque année un indicateur. Donc, la Fédération nationale des SAFER publie un indicateur du marché des forêts en lien avec la Société forestière de la Caisse des dépôts. Donc là, on est sur l'indicateur 2019. Le prix moyen d'une forêt à l'hectare en France, c'est 4 190 €. Voilà, ça c'est un chiffre qu'on peut retenir. Alors, bien sûr, c'est une moyenne. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le prix des forêts actuellement a plutôt tendance à baisser dans l'est de la France. C'est essentiellement lié à des phénomènes de dépérissement de la forêt par rapport à des sécheresses, par rapport au scolyte, qui est un insecte qui attaque les épicéas notamment. Par contre, les prix continuent leur hausse sur l'ouest et le sud de la France. On a atteint en 2019 un sommet en nombre de transactions, puisqu'il y a une progression de plus 6%, et un record en termes de superficie, puisqu'on est quasiment à 140 000 hectares d'échangés, et c'est un record qui n'avait jamais été atteint jusqu'à présent. C'est un marché qui est essentiellement porté par les forêts de 1 à 10 hectares, qui dépassent un petit peu plus de 50 000 hectares en termes de surface échangée. Là aussi, on a une hausse de 6% en nombre de transactions, donc un marché qui est très porteur. Et puis, donc, on a aussi, ce qui est intéressant à observer, c'est le marché des forêts de plus de 100 hectares qui intéresse là aussi les investisseurs. Donc là, ce sont essentiellement des personnes morales qui achètent, personnes morales, droit privé, donc qui consolident leur premier rang d'acquéreurs. Voilà, et donc il s'échange à peu près 30 000 hectares en France de forêts de plus de 100 hectares chaque année. Donc là, on est sur une constante. Ça représente à peu près 140 transactions. Donc, on y est à l'échelle nationale. Si on regarde les chiffres sur l'Occitanie, je dirais qu'à l'échelle de la région, on a les mêmes tendances. On est sur un petit peu plus de 1231 transactions en 2020 là. Donc, et on a à peu près 16 transactions de plus de 100 hectares. Je dirais, on est sur les mêmes tendances qu'au niveau national, donc une dynamique sur les forêts de 1 à 10 hectares. Je crois que ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a des acheteurs divers sur un marché qui est toujours très actif. Voilà ce qu'on peut dire sur le marché des forêts. Très bien, merci beaucoup Xavier. Je pense que Ludovic y reviendra après avec certains exemples. Ludovic, je me tourne maintenant vers vous. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu, qu'on rentre dans le vif du sujet, sur comment est gérée cette forêt? Avec le micro, c'est mieux. Donc, en ce qui concerne, alors, la forêt est principalement détenue en Occitanie par des propriétaires privés, à hauteur de 79% de la surface que j'ai indiquée tout à l'heure. Et l'ensemble de ces propriétaires, c'est à peu près 403 000 identités. Donc ça crée une masse tout à fait conséquente. Et pour accompagner ces propriétaires dans la gestion, il y a différentes structures ou organismes qui gravitent autour. Donc, dans un premier temps, on a une structure administrative comme le CRPF qui a vocation à éveiller le propriétaire à la mise en gestion de leur domaine. Nous avons les syndicats de propriétaires forestiers qui sont là pour défendre le droit des propriétaires et potentiellement leur proposer donc une assurance en cas de dégâts subis. Donc il y a ces deux premières structures et ensuite donc on a le cortège des gestionnaires. Donc par gestionnaire forestier, eh bien on va identifier les experts forestiers principalement et surtout les coopératives. Je pèse un peu pour ma paroisse. Et certains propriétaires qui ont une sensibilité à la gestion forestière s'impliquent directement. Et on va dire qu'ils obtiennent un statut qu'on pourra appeler de sylviculteur, c'est-à-dire qu'ils ont conscience qu'ils produisent du bois sur pied. Pour mener à bien la gestion dans leur propriété, eh bien, au-delà des référents techniques que peuvent proposer les coopératives, par exemple, eh bien, il y a des documents de gestion qui sont proposés. Donc, certains sont obligatoires, comme le plan simple de gestion à partir de 25 hectares, et on encourage les propriétaires, on va dire, de plus petites surfaces à s'impliquer dans le cadre de leur gestion au travers de documents de gestion que sont le CBPS et le RTG, donc le règlement type de gestion. L'ensemble de ces documents a pour vocation une description de la forêt, puis un programme d'intervention qui doit être adapté à deux facteurs, le souhait du propriétaire et la capacité de la forêt.
Et pour mener à bien ces travaux, eh bien, on va distinguer deux actions principales. Une action d'investissement, donc ce seront des travaux soit liés à la desserte, soit liés par exemple au reboisement, l'aménagement forestier. Et puis, on a toute une phase qui est dédiée à la récolte des bois. Donc, en ce qui concerne la récolte des bois, on a différentes modalités qui s'offrent aux propriétaires. Certains vont vendre leur bois par eux-mêmes, d'autres vont passer par des structures pour pouvoir commercialiser les bois. Les bois peuvent être proposés aux enchères ou vendus directement. Au moment de la mise en vente, là, on va rencontrer de nouveaux acteurs. On va rencontrer, entre autres, les exploitants forestiers, les exploitants scieurs, par exemple, et puis les coopératives qui achètent un volume significatif donc sur la région Occitanie. Eux vont mettre en œuvre cette récolte de bois au travers des entreprises de travaux forestiers. Et dans les entreprises de travaux forestiers, eh bien, on va retrouver les bûcherons manuels, les opérateurs mécaniques avec les têtes abatteuses. Une fois que l'opération de bûcheronnage est effectuée, on va rencontrer le débardeur. Donc, c'est la personne qui va vidanger la coupe, c'est-à-dire qui va amener le bois récolté bord de route. Et puis, on passe par le cortège des transporteurs qui, eux, ont vocation à amener le bois directement en scierie pour être transformé. Alors, soit la scierie, soit en direction des industries du bois. À l'échelle de l'Occitanie, on peut considérer que la principale récolte est dédiée au bois d'œuvre, avec une forte représentation donc des résineux, puisque globalement en 2018, il y a un peu plus d'1,5 million mètres cubes de bois qui ont été récoltés à destination du bois d'œuvre, et sur ce 1,5 million, il y a 1,2 million, enfin presque 300, qui étaient constitués de résineux. Donc, par rapport au début de ma présentation, on a une forêt qui a un caractère feuillu qui est très très marqué, mais la réalité économique du marché se fait au travers principalement des essences résineuses. En complément de ces mobilisations bois d'œuvre, on va retrouver le bois d'industrie. Donc ça, c'est du bois qui est dédié plutôt au marché de la papeterie. Il y a 2 unités, alors une qui est sur PACA, mais qui est quand même très très proche de l'Occitanie, donc 2 unités industrielles papetières par Fibre Excellence. Et donc, ces unités consomment énormément de bois d'industrie. On est autour de 860 000 mètres cubes de consommés par an. Et puis, le troisième marché principal, c'est le marché dédié à l'énergie. Donc, soit pour les réseaux de chaleur, soit pour de la coénergie, c'est-à-dire la production d'électricité dite verte, où là, on est à un peu moins de 500 000 mètres cubes dédiés à ce marché. C'est un marché qui gagne des parts d'évolution chaque année. Donc là, on a vraiment 3 grands types de marchés qui sont alimentés par la filière locale. Très bien, merci beaucoup Ludovic, c'est très intéressant, très enrichissant et comme quelqu'un le mettait sur les commentaires, très documenté. Hein. Merci Xavier et merci Ludovic pour tous ces éléments. Alors on continue. Xavier, maintenant j'aimerais du coup qu'on avance un petit peu et qu'on échange sur le fait que la SAFER accompagne aujourd'hui les propriétaires, les vendeurs, les acquéreurs de biens forestiers. Mais du coup, on peut se poser la question, quels outils on met à disposition et comment on transmet un massif forestier? Alors, le premier point important à rappeler, c'est d'abord l'arrivée des forestiers dans nos instances décisionnelles, que ce soit dans notre conseil d'administration, dans nos comités techniques départementaux, c'est-à-dire les parlements du foncier, et dans nos instances locales. Cette présence nouvelle des forestiers dans nos instances, je dirais qu'elle est à la fois nécessaire et reconnue. Nécessaire car nous traitons de plus en plus d'opérations forestières, et reconnue parce que l'expertise des forestiers et leur connaissance de ce domaine d'activité sont déterminantes dans l'examen de nos dossiers. Ça, c'est très clair. La forêt, c'est aussi un axe de notre plan stratégique de développement, et notre positionnement aujourd'hui se fait à 3 niveaux d'action. Le premier donc concerne c'est pour les propriétaires forestiers de petites surfaces, je dirais de 1 à 10 hectares, avec le déploiement à l'échelle régionale de la bourse forestière. Donc, c'est quoi la bourse forestière? C'est un outil web que nous avons développé avec l'aide du Conseil régional d'Occitanie et qui permet aux propriétaires, via un site internet qui s'appelle Bourse foncière forestière d'Occitanie,
d'échanger, vendre ou acquérir des parcelles forestières. C'est une action que nous pilotons avec le CRPF, le Centre régional de la propriété forestière. Là, on est complètement dans les missions d'intérêt général de la SAFER. L'objectif, c'est favoriser via un outil de communication moderne la restructuration du petit parcellaire forestier. Alors, le petit parcellaire forestier, c'est un enjeu fort de la filière forestière parce que le morcellement de la propriété forestière en France est une difficulté majeure pour la mobilisation de la ressource. Ça, c'est vraiment un sujet majeur. Et actuellement, donc, cette bourse forestière est déployée à l'échelle de 9 départements en Occitanie, 10 cette année avec la Haute-Garonne. L'objectif, c'est bien sûr de terminer les 13 départements. Ce que je peux dire, c'est par exemple, cette année, enfin l'an dernier, 2020, nous avons eu 11 000 utilisateurs donc, de cette bourse forestière. On est à l'échelle régionale. On est en progression de plus 11% par rapport à 2019. 2021 connaîtra une évolution avec la création de nouvelles interfaces qui permettra aux propriétaires forestiers de saisir directement les offres pour que donc les cédants puissent saisir les parcelles en ligne directement. Donc ça je pense que ça va sûrement doper encore plus d'outils. Deuxième grand niveau d'action, c'est le travail que nous menons avec les collectivités. On parlait des communes. Donc les communes sont regroupées à l'échelle régionale, les communes forestières, dans une union régionale qu'on appelle l'Union régionale des communes forestières d'Occitanie. Alors la raison d'être de cette union, c'est l'accompagnement des élus pour développer et améliorer le patrimoine forestier de leur commune. Donc il y a en Occitanie 1180 communes forestières. Et donc la convention que nous avons avec l'Union porte autour de trois points. Le premier, c'est l'information et la sensibilisation des élus, par exemple sur le droit de préférence forestier. Deuxième point, c'est la mise en œuvre partenariale de démarches foncières territorialisées, notamment la mise à disposition de l'outil d'intelligence foncière de la SAFER, qui est donc l'outil Vigifoncier, donc ce qui permet aux communes d'avoir en temps réel la connaissance des transactions foncières immobilières qu'elles ont sur leur territoire. Et puis, donc, nous développons depuis 2 ans une expérimentation qui porte sur les biens vacants et sans maître. Alors, les biens vacants et sans maître, ce sont toutes les successions qui sont en déshérence sur les territoires des communes et pour lesquelles, aujourd'hui, les communes peuvent l'intégrer dans leur patrimoine. Donc, il y a pas mal de parcelles forestières et donc, nous accompagnons les collectivités dans la mobilisation de ce foncier-là. Dernier grand plan d'action, c'est un positionnement très fort de la SAFER sur le marché des forêts de plus de 50 hectares, donc qui intéresse les profils d'acquéreurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est un marché qui est en croissance, mais c'est un marché où on a plus de demandes que d'offres. Nous avons écrit à 450 groupements forestiers, d'abord pour nous faire connaître, voir avec eux qu'est-ce qu'ils souhaitaient faire. Alors on a des retours positifs. Ça se traduit concrètement par des chiffres dans notre activité. Donc 2020, nous avons donc rétrocédé 33 propriétés forestières en Occitanie, la moitié concernée de la restructuration foncière pour des voisins qui sont contigus, des propriétaires forestiers contigus, et l'autre moitié des dossiers, ça concernait des dossiers d'envergure plus importante, avec par exemple un dossier sur la protection de la biodiversité, et puis 2 dossiers, je dirais, à signaler à titre d'exemple, dont la rétrocession d'un important massif forestier à la Caisse des dépôts, et un deuxième donc à des investisseurs privés, donc 2 frères, qui ont décidé de faire l'acquisition d'un deuxième groupement forestier. Ils étaient propriétaires d'un premier, ils ont décidé de faire l'acquisition d'un deuxième. Donc ce sont des investisseurs qui arrivent sur les conseils d'un cabinet d'experts en gestion de patrimoine et de conseil d'investissement. Et donc ils ont fait le choix là d'aller sur un massif forestier que nous leur avons rétrocédé dernièrement. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le positionnement de la SAFER. Merci beaucoup Xavier. Donc on vient de voir avec vous donc ce positionnement de la SAFER en matière d'accompagnement sur les projets forestiers. Alors Ludovic Perrault, on continue avec vous. Quelle est votre vision pour l'avenir et à votre avis quelles sont les perspectives? Alors, en ce qui concerne cette question, je pense qu'il y a 3 points qui se distinguent. Immédiatement, il y a la crise scolite qui doit nous alerter sur les changements climatiques et leur impact présupposé sur la forêt.
Je pense que gestionnaires et propriétaires doivent se positionner pour offrir une forêt qui, on va dire, propose une forêt qui soit résiliente à ces changements. Il est très compliqué de pouvoir anticiper le facteur risque, hein, puisque pour produire un arbre, on sait que ça se fait pas en 6 mois. Donc, anticiper un risque, c'est extrêmement complexe sur la durée de vie d'une forêt. Donc, la question de la monoculture, la question de l'appétence des marchés sur, eh bien, plutôt un type de produit, et l'exemple est au travers de l'épicéa, doit nous poser question sur les conseils qui vont être proposés à l'avenir en ce qui concerne le renouvellement de nos forêts, avec probablement un accompagnement sur la diversification des essences qui soient peut-être plus plastiques, plus adaptées à ces grandes variations de climat, et puis une réflexion aussi sur les méthodes de travail qui sont utilisées jusqu'à présent. Ensuite, il y a une réflexion qui concerne les modalités d'accompagnement financières. Donc, historiquement, on va dire que le système était relativement simple. Nous avions un propriétaire, une propriété, un besoin, et ce besoin, on allait vers les aides publiques pour pouvoir alimenter la mise en œuvre de tel ou tel travaux. Bon, les dynamiques en place lancées par l'ADEME, ministère de l'Environnement, etc., font qu'il y a toujours des aides publiques qui sont présentes, hein, au travers du plan de développement rural, qui est en renégociation au niveau de la PAC, hein, qui découle directement de la PAC. Il y a, dans la continuité de la crise Covid, un plan de relance national qui se décline par une AMI qui a été lancée donc en décembre l'année dernière, qui vise à redynamiser le reboisement sur le territoire national. Donc il y a une enveloppe globale de 150 millions qui a été budgétisée. Et je dirais que tous les gestionnaires se sont mobilisés et ont déposé des projets qui sont surévalués par rapport à l'enveloppe. Alors forcément, ça va créer du mécontentement, mais par contre, c'est un indicateur fort du fait que les propriétaires et les gestionnaires sont soucieux de pouvoir mettre en œuvre cette dynamique liée au reboisement et au renouvellement des forêts. En parallèle de ça, il y a des initiatives privées qui ont été prises depuis quelques années. Donc, parmi celles qu'on peut retrouver à l'échelle de l'Occitanie, eh bien, on va retrouver Génération Forêt, on va retrouver Plantons pour l'avenir, on va retrouver Reforestation, et puis, dans une moindre mesure, à notre échelle départementale, sur la Lozère, il y a une initiative qui s'appelle aussi la forêt de demain. Donc, l'idée, c'est de pouvoir superposer l'ensemble de ces dynamiques pour pouvoir, on va dire, inciter le propriétaire à se lancer dans un investissement. Là-dessus vient depuis 2020 d'apparaître le label bas carbone qui s'applique maintenant aux forêts. Alors, en ce qui concerne le label bas carbone, j'allais dire que aujourd'hui, je ne vais pas faire œuvre d'une vulgarisation fine sur son usage et ses modalités d'application. Il y a des documents de référence pour ça. Mais en synthèse, le label bas carbone, l'objectif, c'est pour une entité, une industrie donnée, par exemple, de pouvoir réduire ses émissions de carbone au travers d'un scénario de référence. Donc le scénario, c'est pas nous qui le proposons, c'est pas les gestionnaires. Il y a un travail qui a été fait au niveau national par France Silva et le CNPF qui a décliné 3 méthodes adaptées à la forêt. Donc une méthode qui concerne le balivage, une seconde qui concerne le boisement et une autre qui concerne ce qu'on appellera les forêts dégradées. Le balivage, pour faire simple, c'est l'accompagnement d'un taillis en futaie sur souche. Le boisement, c'est une lande, alors je vais pas faire des heureux, une lande ou une ancienne terre agricole qui doit être boisée. On n'est pas dans le cadre du reboisement, on est bien dans le cadre du boisement. C'est un changement de nature de culture. Et la reconstitution des forêts dégradées, eh bien, une forêt dégradée, on va considérer que un impact sanitaire qui annihile toute perspective d'avenir sur le peuplement en place, c'est une forêt dégradée. Une forêt qui aurait subi un incendie, une forêt qui aurait subi une tempête, là, on est dans le cadre d'une forêt dégradée. Donc là, il y a une méthodologie qui a été validée au niveau national. Là non plus, je l'explicite pas. Il y a en référence l'ensemble des documents. Mais pour faire simple, vous avez d'un côté un industriel qui cherche à compenser ou à diminuer
ces émissions de carbone. Il y a une méthode, c'est cette méthode qui est validée label bas carbone, et en face, il y a des propriétaires qui souhaitent s'engager dans une démarche pour capter ce carbone. Ce carbone doit être capté soit dans la biomasse, soit dans le sol. Et les trois méthodes que j'ai indiquées à l'instant garantissent cette captation. Donc ça, c'est assez nouveau. Le CRPF a réalisé un essai, un chantier en Lozère à hauteur de 25 hectares sur l'ASLGF Terre de Peyre, donc avec comme industriel à la base La Poste, qui s'est volontairement engagé dans cette démarche label bas carbone. Et cette même structure, La Poste, a aussi accompagné la reconstitution d'un peuplement sur la commune de Générac, donc on est à côté de Nîmes, où là, il y a eu un incendie qui a ravagé plusieurs centaines d'hectares il y a 2 ans, et donc là, ils ont reconstitué de tête 7 hectares de boisement qui vont continuer. Je crois que le projet global porte sur 21 hectares. Donc on a déjà des premiers retours au gestionnaire de s'approprier l'outil, de le vulgariser auprès des propriétaires. Donc, en ce qui concerne les accompagnements financiers, voilà, on a le champ qui s'élargit, j'allais dire enfin. Et puis, le dernier point concerne les marchés. Donc, historiquement, nous avons les marchés du sillage, les marchés de l'industrie. On a vu émerger le marché de l'énergie, et je pense que c'est un marché qui n'est pas complètement à maturité. Je pense qu'il y a encore de réelles possibilités d'implantation de chaudières, et on le souhaite, et à caractère industriel, pour que ce soit des marchés qui soient structurants. Et en parallèle de ça, l'avenir, a priori, se tournerait vers la chimie verte, avec, j'allais dire, dans l'œil du viseur actuellement, le principe de production d'hydrogène d'hydrogène vert. Voilà, avec des principes de vapocraquage, etc. Donc là aussi, les documents seront proposés en référence. Donc en clair, on a de belles perspectives devant nous, et surtout, il y a des soutiens financiers qui apparaissent, et ça, c'est, je pense, tout à fait rassurant, malgré les inquiétudes que peuvent provoquer la situation économique actuelle et à venir, et les variations de climat. Et puis, pour conclure mon propos, je céderai la parole à Xavier, eh bien, il y a des actions qui sont immédiates, et l'une d'entre elles, c'est le conventionnement qui est établi désormais entre la SAFER Occitanie et le groupement des coopératives Sylvadoc. Merci Ludovic. Alors effectivement, donc dans le cadre de l'ouverture de notre entreprise vers les acteurs du territoire, il nous a semblé opportun de réfléchir à une convention de partenariat avec l'Union des coopératives d'Occitanie, qui représente aujourd'hui, je dirais, l'essentiel des départements d'Occitanie. Donc c'est une convention sur laquelle nous sommes en train de travailler actuellement sur son contenu, avec Ludovic et ses collègues. Donc elle fera l'objet d'une signature lors d'un prochain conseil d'administration de nos structures. Voilà, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, la SAFER fait maintenant partie intégrante de l'écosystème de la filière d'Occitanie, et elle accompagne tous les acteurs de cette filière. C'est ça qu'il faut retenir du travail de la SAFER sur la forêt. Très bien. Merci Xavier, merci Ludovic. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Je vois qu'on a des questions. Alors, j'ai une première question. Quelle est la répartition géographique de la forêt par grande masse sur l'Occitanie? Je sais pas, peut-être Xavier, mais en synthèse, à partir du moment où il y a de la pente, à partir du moment où on se rapproche d'un massif de montagne, on a des taux de boisement qui sont significatifs. Voilà, donc grosso modo, la ligne des Pyrénées, le secteur Cévennes, le Nord Lozère, etc. C'est là qu'on appellera le grenier à bois de l'Occitanie. Voilà, département Ariège, Aude, Tarn, Aveyron, Lozère, ils sont des départements très boisés, où il y a vraiment une culture forestière. Très bien, merci beaucoup. J'ai une autre question. C'est quoi le dossier sur la protection de la biodiversité, sauvegarde forêt ancienne, point d'interrogation? Alors, c'est un dossier que nous avons mené avec le Parc national des Cévennes, donc qui consistait donc à recenser les forêts anciennes
de façon à les conserver. Donc ça, c'était un territoire cœur du parc national des Cévennes. Donc une opération qui est aujourd'hui terminée. Je crois qu'on a dû mobiliser de mémoire 80 hectares ou quelque chose comme ça. Donc c'était l'objectif. C'était essentiellement des forêts feuillues, hein, des anciennes forêts. Et l'objectif, c'est de conserver ce patrimoine-là. D'accord. Très bien, merci beaucoup Xavier. Et enfin, on a une autre question. Je voudrais faire une mini plantation de tilleuls et noyers. Est-il opportun de le faire et où je trouve les essences? Alors, on peut toujours considérer que c'est opportun de le faire. Mon conseil, avant d'envisager telle ou telle essence, c'est de déterminer la qualité du sol. Donc, avant de savoir ce qui va pousser au-dessus, il faut savoir ce qu'il y a en dessous. Donc, une analyse de sol dans un premier temps, et ensuite, pour répondre à la question, il y a des pépiniéristes sur le territoire qui sont tout à fait en capacité de fournir des plants forestiers. Donc moi je l'invite soit à se rapprocher de son gestionnaire, du CRPF, de son syndicat. Enfin, il y a du monde pour accompagner en termes de conseils. D'accord, très bien, merci. Une autre question, quelles sont les aides pour aider les collectivités à replanter? C'est une très bonne question. Globalement, elles sont sensiblement les mêmes qu'on va retrouver sur le domaine privé. Si je prends l'exemple du plan de relance, le plan de relance concerne aussi bien parce que là j'allais dire, s'il y a une aide à mobiliser tout de suite, c'est celle-ci. Donc là il faut se rapprocher de l'ONF, mais qui est très largement sensibilisé à ce plan de relance pour pouvoir manifester son intérêt. Très bien. Alors du coup, je vois qu'il y a de plus en plus de questions qui arrivent, donc je vous les lis au fur et à mesure. Une autre question, le marché ou l'activité de la SAFER sont-ils représentatifs de la répartition en exploitation, comme évoqué par Ludovic, entre résineux et feuillus? Non, on est plutôt sur un marché en tout cas pour le moment, on est plutôt sur un marché de résineux. On a très peu de forêts feuillues à la vente. C'est pas un marché porteur. Il y a beaucoup d'échanges sur les résineux, essentiellement sur les résineux, de la forêt de production résineuse. Très bien. Merci beaucoup Xavier. Une dernière question, comment valoriser les bois plantés dans les massifs inaccessibles ou très peu accessibles, ex-vallée du Viard? Voilà, c'est le cousin des Cévennes. Donc effectivement, nous on rencontre cette même problématique. Des massifs qui ont bénéficié de boisement ou qui ont bénéficié d'accrues qu'on va considérer naturelles. Effectivement, systématiquement, moi, quand j'accueille un nouveau technicien à la coopérative, je lui explique que la première des choses à regarder, c'est pas la qualité du bois, c'est les conditions d'accès. S'il n'y a pas une réponse aux conditions d'accès, eh bien, les bois restent sur pied. Alors, deux facteurs, ceci étant dit, quand même, pour pouvoir déclencher la vente. Il y a une hypothèse qui est liée au marché. À partir du moment où on a une appétence du marché pour tel ou tel type de produit ou tel type d'essence, eh bien, il y a des freins économiques qui peuvent être levés. L'exemple du câble, par exemple, est une des réponses. Et sinon, l'autre alternative, c'est d'adapter. Alors ça, c'est un vœu pieux qui date des années antérieures. C'est l'adaptation des outils de récolte, de transport à la réalité de la desserte. Donc ça, c'est une piste qui est souvent évoquée et qui, à ma connaissance, est assez peu exploitée. Très bien, merci beaucoup. Il nous reste encore 5 minutes. Je vais regarder encore une dernière question. Est-ce que la forêt paysanne intéresse Sylvadoc? Enfin, le principe pour Sylvadoc et tout gestionnaire, c'est d'avoir la possibilité d'amener un conseil pour tout type de forêt. Donc la forêt paysanne a tout à fait une part entière, et je dirais que pour l'exemple de la Lozère, on a une forêt paysanne pour lequel c'est un marqueur très très fort de nos territoires. Donc ça, effectivement, on est tout à fait en capacité d'amener une gestion mixte, c'est-à-dire qu'on peut produire du bois, mais on peut aussi accueillir des troupeaux. Dans un exemple lozérien. Après, il peut y avoir des déclinaisons au travers de l'agroforesterie.
Avec le changement climatique, c'est quelque chose qui peut être très intéressant parce que l'arbre protège le sol, donc et protège l'herbe du dessèchement. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui peut se mettre en pratique et qui est assez intéressant pour les éleveurs. Et il offre un confort de vie aussi auprès du cheptel, puisque quand il fait chaud, c'est agréable d'être à l'ombre. Et les animaux sont comme nous, ils apprécient l'ombre. Donc en général, la forêt paysanne a aussi cette vocation-là. Xavier, je pense peut-être une question à laquelle tu pourrais répondre. Bonjour. Comment une commune peut-elle identifier les parcelles forestières en déshérence? Alors, il y a tout un travail qui est fait donc de recensement que nous faisons à la SAFER. Donc, c'est un travail qui est quand même assez long à faire, de recensement cartographique, de recensement sur des bases cadastrales. Donc ça, il faut que la commune se rapproche de la SAFER pour qu'on lui explique vraiment dans le détail comment ça peut se faire. Il y a quand même un travail assez fouillé à faire. Voilà, c'est difficile d'expliquer ça en quelques minutes. Voilà. L'idéal, c'est que cette personne-là, enfin, cette commune-là, se rapproche de nous, du département sur lequel se trouve la commune. Voilà. Très bien. Alors, j'ai une autre question. Pourquoi y a-t-il tant de surface en feuillus et si peu de production de bois de feuillus et tellement de bois de résineux? Je dirais que l'histoire va nous amener une réponse à tout ça. On se replonge à la sortie de la Seconde Guerre. On a besoin de reconstruire la France, on a besoin de papier, on a besoin de coffrage. On a l'apparition du béton qui apparaît pour la reconstruction des villes. Et pour ça, eh bien, il y a une politique très dynamique à l'époque, très encourageante pour les propriétaires, le fameux Fonds forestier national, qui a permis, accompagné, incité les propriétaires à installer des essences résineuses. Pourquoi résineuses? Parce que elles avaient une capacité d'accroissement plus intéressante que le feuillu, et on arrivait à produire des bois plus standardisés, donc plus à même d'être transformés au niveau des scieries. Je dirais même que le modèle de scierie a évolué en ayant maintenant des scieries qu'on appelle les scieries Canter, là, qui sont extrêmement performantes. Donc on a d'un côté un produit résineux qui est à la fois qualitatif, qui produit assez rapidement et qui est très standard, et en face de ça, on a des peuplements feuillus. Alors ce sont des généralités ce que j'annonce, il y a toujours la contradiction possible, mais qui ont souvent sont nés d'accrus naturels, avec moins d'accompagnement sylvicole, une valorisation a priori un peu plus complexe, et donc le modèle économique va au pragmatisme. Et donc c'est pour ça que on a une sous-représentation des catégories de feuillus en ce qui concerne la récolte, avec des réflexions qui sont menées sur le territoire. On a le groupe Néophore actuellement qui réfléchit à la valorisation, entre autres, de bois feuillus sur un projet d'installation de scierie. Bon, ça reste un vœu pieux pour l'instant, mais on le souhaite évidemment. La création des groupements forestiers date de cette époque-là, d'après-guerre. Et donc, la plupart des groupements forestiers ont piloté une politique de reboisement résineux. D'accord. Merci beaucoup. Et juste une dernière question avant de terminer. Vers quel organisme peut-on se tourner pour trouver un gestionnaire en Lozère? Y en a-t-il plusieurs, coopératives, experts, Alors, si j'étais un peu taquin, je dirais il y en a qu'une, il y a que la forêt privée, mais ce serait pas très honnête de ma part. Donc, il y a des experts qui interviennent en Lozère, il y a des coopératives qui interviennent en Lozère. Comme je me veux exhaustif, j'ai indiqué, donc là aussi sur les documents de référence, qui sont les gestionnaires. À défaut, et pour éviter que je sois accusé d'orienter sur mon église, j'invite le propriétaire à se rapprocher du CRPF. Donc, il y a Loïc Moline par exemple en Lozère, ou à défaut de la DDT, donc Direction départementale des territoires, François Viel pour la Lozère.
Très bien. Merci beaucoup. Merci pour, merci Xavier Meruex, merci Ludovic Perrault de votre participation et d'avoir répondu aux nombreuses questions. On sent que c'est un thème. Du coup, il y avait une forte demande et on voit qu'il y a un intérêt pour ce thème. Donc, merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis une nouvelle fois. Moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain Parlons foncier le direct, qui sera sur le thème de l'alimentation le jeudi 18 mars, donc à la même heure, 13h30. On recevra François Collard du Tilleul pour le livre qu'il vient d'écrire qui s'appelle Nourrir. Voilà. Et puis, comme on est dans une démarche d'amélioration continue, je vous remercie de répondre au questionnaire de satisfaction qui va s'afficher devant votre écran. Et bien sûr, vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire sur notre chaîne YouTube Safer Occitanie. Merci. Je vous remercie.